Jeux, confidence. Un podcast qui parle de jeux, mais aussi d'autres affaires. Hey! Salut tout le monde, bienvenue. C'est Nicoton qui vous parle une autre fois, encore une fois, à bord de son véhicule pour son podcast Jeux Confidence, un podcast petit et mignon et bien abordable. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une belle semaine. Moi, ça va super bien. Écoutez, j'ai commencé officiellement à travailler. Puis, je vais arrêter de vous en parler. Là. Ça commence un peu à être gossant, j'avoue. Mais pour moi, c'est quand même, comment je pourrais dire ça, une belle étape dans ma vie. Parce que c'est bien le fun. J'aime beaucoup ce que je fais. Puis, je suis content. J'espère que vous avez eu des belles expériences ludiques dernièrement. Moi, depuis que je vous ai parlé, j'ai moins d'affaires, j'ai joué à moins d'affaires là que la dernière fois là. J'ai moins d'expérience là à vous relater, mais j'ai quand même des petits trucs là à vous que j'aimerais aborder avec vous là. Sinon, j'ai écouté, c'est le fun. J'ai changé un peu d'avis là par rapport à. Tu sais, je vous avais parlé là, de Board Game Arena. Puis tout ça, c'est un peu grâce à JP de La Pioche. Parce que, j'ai écouté son podcast, justement, en plus qu'il a fait dans son char. Fait que j'ai été très, très touché d'avoir peut-être inspiré JP à faire ça. Bref, dans son podcast, il parle de Board Game Arena. Puis, moi, Board Game Arena, tu sais, c'est vraiment un truc, pendant la pandémie, tu sais, je trouvais ça, c'est quand même pas pire, tu sais, tant qu'à pas pouvoir jouer à des jeux pour vrai, ça va être une belle alternative. Mais c'est ça, j'avais réalisé là, avec le temps que je m'étais inscrit, tout ça, là, premium, toute la kit. Mais c'est ça, j'avais réalisé avec le temps que, comme je vous avais déjà dit, moi, jouer à des jeux de société sans le jeu devant moi. Donc, concrètement, là, avec tout le côté tactile, puis le côté de ne pas avoir les gens avec soi, là, ça venait un peu vider toute l'expérience pour moi. Puis, bref, je n'avais pas accroché. Mais là, justement, JP parlait dans son podcast là, du tour par tour. Puis c'est une fonctionnalité que j'avais jamais vraiment essayé. Je pense aussi que moi je pourrais dire ça, mon rythme de vie là, quand j'étais aux études puis tout ça, ça fitait peut-être moins avec ça aussi. Mais là, étant donné que je me retrouve plus souvent, j'ai un horaire plus régulier, puis je me retrouve à des heures plus régulières devant un ordinateur, je me suis dit, crime, tu sais, c'est pas fou. C'est pas fou cette affaire-là, je pourrais essayer ça. Puis j'ai réalisé qu'on pouvait quand même, tour par tour, là, si tu joues une game pendant plusieurs jours, vraiment à ton rythme, une fois de temps en temps, tu fais un move sur le jeu que tu joues. Puis, c'est quand même intéressant, je trouve, surtout si tu entretiens plusieurs parties en même temps. Là. Fait que, bref, je me suis réessayé. Écoutez, ces derniers jours, là, j'ai starté un peu là-dessus. J'ai parti une autre game de Teotihuacan, une game de Narak, une game des châteaux de Bourgogne. Bref, j'ai réalisé, crime, c'est le fun. Une fois de temps en temps, tu as un petit 5 minutes, tu t'en vas sur ton jeu, puis tu fais ton move, puis tu as le temps de réfléchir. Puis, j'ai tout ça, merci JP. Écoute, sinon, je ne serais jamais retourné là-dessus, mais là, je trouve vraiment que cette fonctionnalité-là est vraiment super. J'ai aussi découvert, en fait, c'est le fun, là, il y a des jeux, on dirait, qui sortent avant de sortir en vrai, ils sortent en faux. Autrement dit, ils sortent sur BGA avant, j'imagine pour les tester ou pour, je sais pas trop. Fait que j'ai découvert Next Station Tokyo, que j'avais aucune idée qu'il allait sortir. Puis là, il est sur BGA. Fait que je l'ai essayé. Puis laissez-moi vous dire que je l'aime beaucoup. Autant que l'autre. Même, puis c'est une belle variante. Là, on comprend que c'est vraiment le même jeu, mais en même temps avec une belle variante là, d'autres règles qui vient vraiment renouveler le truc. Là. Fait que, allez checker ça si vous n'avez pas essayé. Là, Next Station Tokyo.
J'ignore quand il va sortir en vrai. Peut-être l'est-il déjà, je ne sais pas, je ne me suis pas informé à ce sujet-là, là, mais bref, j'ai bien aimé ça. Je peux vous parler d'une expérience ludique que j'ai eue dernièrement en solo. Je me suis acheté récemment le jeu Sherlock Holmes. Donc, c'est un jeu, normalement, soit solo, soit coop. Vous l'avez deviné, un jeu d'enquête, finalement. Sherlock Holmes, c'est un jeu qui existe depuis un certain temps, là. Moi, ça fait vraiment un bon bout que je le vois dans les tablettes, là. Puis je sais que ce jeu-là a été, si je ne me trompe pas, réimprimé, là. Je vais vous dire ça tout de suite, là, Sherlock Holmes. Donc, Sherlock Holmes Consulting Detective. Moi, celui que j'ai acheté, c'est les meurtres de la Tamise, là, et autres enquêtes. Donc, sur BGG, si vous voyez, c'est 7.7 sur 10, quand même super bien coté, là. C'est un jeu qui a été fait par Raymond Edwards, Suzanne Goldberg et Gary Grady. Donc, la sortie de ce jeu-là, vous voyez, c'est je le trouve, là. C'est pas grave. Sherlock Holmes, donc c'est un jeu, bon, c'est ça, c'est pas récent. La complexité 2.68 sur 5. Ouais, moi, des fois, je la mettrais un peu plus haute que ça, là. Les enquêtes sont quand même assez épineuses. Puis la façon que le jeu fonctionne, en fait, c'est très simple, là. On a dans la boîte une dizaine d'enquêtes. Le jeu est très bien produit, là. La production est super. Donc, c'est chaque enquête, on a un livret en couleur, super beau. Donc, dans ce livret-là, on a l'introduction à l'histoire. Qui est toujours faite un peu comme un roman, là, si tu veux. L'histoire commence, puis bon, on est dans le bureau de Sherlock Holmes, puis là, il arrive quelque chose, puis on est introduit au protagoniste, puis à l'enquête. Puis là-dedans, en fait, on joue pas le rôle de Sherlock Holmes, on joue le rôle de ses assistants, en fait, qui parcourent la ville de Londres pour aller chercher enquêter, en fait, sur l'affaire qui est en cours. Donc, c'est ça. On a ce qui vient avec dans la boîte, c'est un annuaire, en fait, de la ville. Donc, tous les noms, tous les gens qui habitent, puis l'endroit où ils habitent. Puis aussi, bon, tous les commerces, là, les restaurants, les banques, le Scotland Yard, en fait, tous les services puis les établissements qu'il y a dans la ville. Puis tous ces gens-là, dans l'annuaire, puis tous les lieux, sont reliés à des numéros, des codes, en fait. Donc, on peut voir, on a une carte de Londres aussi. Puis ces numéros-là sont reliés à un endroit sur la carte de Londres. Comment ça fonctionne finalement, c'est que, bon, on a l'enquête, on doit prendre des notes, évidemment. Fait que là, on va noter les noms, tous les trucs qui seraient susceptibles de mener à une piste. Puis, après ça, dans le livret de l'enquête, on a un peu à la livre dont vous êtes le héros, là. Mettons que je dois aller interroger monsieur Raymond Rinfrette. Je vais aller dans l'annuaire, je vais chercher monsieur Rinfrette, puis là, à ce nom-là, il va y avoir un numéro puis une lettre d'associé. Puis là, dans le livre de l'enquête, je peux aller à ce numéro-là pour voir ce qui se passe. Donc, on va parcourir le livre comme ça au fur et à mesure qu'on suit nos pistes. On prend des notes, l'affaire se développe, puis on y va vraiment à notre rythme. Fait que ça, c'est très le fun. Si on joue à plusieurs, on se partage en fait toutes ces tâches-là, là, mais c'est exactement le même principe que si on joue tout seul. La seule différence, c'est qu'on va être plusieurs cerveaux là, pour réfléchir, donc ça peut vraiment donner un coup de main, là. Puis, éventuellement, quand on va avoir récolté, en fait, ou épuisé, je peux dire, toutes les pistes de l'enquête, on va passer à la résolution de l'enquête. Fait que là, on va avoir des questions qui vont nous être posées.
On doit répondre à ces questions-là, puis après ça, vérifier avec le solutionnaire si on avait raison, puis faire des points en conséquence. Donc, notre score final là, va déterminer jusqu'à quel point on a été des bons détectives. Il y a toujours deux parties aux questions. Il y a comme les questions principales. Bon, qui est le meurtrier? Quel est son mobile? Comment il a fait son compte? Tout ça. Puis, il y a une deuxième partie de questions. Je pense qu'ils sont des questions plus secondaires où il faut aller fouiller beaucoup plus pour avoir des réponses à ces questions-là. Souvent, moi, j'ai la première partie des questions, ça va très bien. Mais, tu sais, des fois, les questions secondaires, je dis, hein, c'est qui ça? J'ai aucune idée. Fait que j'ai réalisé là, à certains points que j'aurais pu aller encore plus profondément dans l'enquête là, si j'avais voulu, mais que probablement qu'il y a des choses qui m'ont échappé. C'est vraiment je suis assez impressionné de je dirais l'écriture, en fait, là, ceux qui ont réalisé ces enquêtes-là, c'est vraiment bien fait, c'est pas facile, c'est assez complexe, puis c'est assez réaliste aussi. Là, on a vraiment l'impression d'être dans un roman de Sherlock Holmes, en fait. Là, les enquêtes sont vraiment bien ficelées. Puis c'est ça, fait que c'est vraiment puis ça dure environ 1 heure, 1 heure et demie, là, tout dépendant du temps qu'on veut mettre là-dedans. Mais on peut vraiment prendre notre temps, on se met de la bonne musique Sherlock-Holmienne, puis on peut à notre rythme là, essayer de parcourir en fait le livre de l'enquête, puis d'essayer de réfléchir, de prendre des notes, puis de suivre des pistes, puis faire, je pourrais peut-être faire ça. La carte de Londres aussi est très, très belle, là, c'est très bien fait. Ça nous permet des fois de suivre un peu le parcours du meurtrier, là, où on se dit, OK, il est arrivé par telle rue, d'où c'est qu'il aurait pu arriver. Fait qu'on peut faire des liens comme ça. Fait que voilà, Sherlock Holmes Consulting Detective. Je sais qu'il existe plusieurs boîtes de ça. Moi, en tout cas, à date, j'aime vraiment ça. Là. Je sais aussi qu'il existe une version que j'aimerais bien essayer, là, qui est plus dans l'univers de Lovecraft, le Call of Cthulhu. Moi, j'aime bien ça. Là. Fait que bref, c'est le fun. Je ne sais pas si je vais le jouer à plusieurs, peut-être, si jamais ça donne. Là. J'aimerais ça aussi essayer de cette façon-là. Donc, voilà, Sherlock Holmes Consulting Detective. J'ai bien aimé ça. Bien aimé ça. Fait que, ouais, c'est ça, 1982. Donc, c'est loin d'être jeune, cette affaire-là. Quand c'est sorti, j'avais 8 ans. Fait que, évidemment, là, il y a eu des réimpressions de ce jeu-là, puis tout, là. Mais, ouais, c'est ça. C'est un jeu... en fait, c'est assez... un concept assez... très simple, finalement, dans le sens qu'il n'y a pas de dés, il n'y a pas de hasard, il n'y a rien. C'est vraiment juste du texte, finalement. Puis nous qui va naviguer dans ce texte-là, puis qui va vraiment élucider les mystères qui sont présentés à nous. Donc, ouais, c'est bien très, très le fun. Hey, pour passer à autre chose, tu sais, il y a juste les fous qui ne changent pas d'idée, hein. Fait que, tu sais, je vous ai parlé de BGA, j'avais changé mon avis là-dessus. Puis, ben, c'est ça, tu sais, moi, je vous confie ça, là. J'ai finalement reçu ma version du jeu Earth que j'attendais depuis longtemps. Je l'ai reçu enfin. Puis, bon, je me réécoutais là, au dernier épisode des bouts en parlant du jeu. Puis, tu sais, je disais un peu, là, je laissais entendre un peu que je trouvais que les composantes du jeu étaient comme... comment je pourrais dire ça, pas extra, mais finalement, j'ai pris le temps de regarder le jeu, puisque j'avais juste joué une game rapidement, puis j'avais comme... C'était tellement excité que j'avais pas pris le temps de regarder le jeu ben, mais bref, tu sais, j'ai ouvert ma boîte, j'ai dépunché les affaires, j'ai regardé les cartes, tout ça, puis, tu sais, je réalise finalement que... Je trouve que j'étais un peu rapide dans mon jugement par rapport à la qualité des produits de cette boîte, parce que je trouve finalement qu'ils sont, somme toute, très beaux. Les beaux trucs en bois là, pour les jetons croissance, puis les petits cubes, puis les plateaux finalement, qui sont, qui sont bien solides, là, puis les miens, ils n'ont pas warpé rien. Fait que bref, même ça, je me retire un peu là-dessus, là, tu sais. Je vois pas vraiment, finalement, comment le jeu, même en faisant des boards plus épais, ou finalement,
En fait, ce que j'ai réalisé, là, moi, vous confier ça, c'est que à force de jouer à des jeux aussi, des fois, on vient peut-être un peu trop exigeant, tu sais. À force de devenir des bébites à jeu, des fois, il faut peut-être un peu prendre son gaz égal puis dire, regarde, là, apprécie donc le jeu pour ce qui est, puis arrêter de regarder toutes les... Tu sais, c'est sûr que, bon, moi, quand on fait un podcast puis on donne notre avis sur les jeux, des fois, on cherche un peu des affaires comment je pourrais dire ça, des petits détails là, à reprocher ou pour pouvoir trouver de quoi à jaser. Mais qu'est-ce que tu veux? Tout est beau, tout est bon dans le jeu-là. Fait que c'est ça, je voulais juste revenir un peu là-dessus, là, puis corriger un peu mon tir par rapport à ça. Hey, j'avais pensé pour cet épisode faire, en fait, continuer là, ma belle tradition des jeux qui commence par une lettre. Donc, si vous le voulez bien, on pourrait continuer avec ça. Si je ne m'abuse, je pense qu'on était rendu au jeu en E, effectivement. Fait que je ferais ça avec vous autres, là, ce serait bien le fun. Bon, il y a certains jeux sur lesquels je vais passer assez rapidement, évidemment, parce que, bon, je vous en ai déjà parlé amplement. Puis, si j'ai le temps, ben, j'irai peut-être même faire les jeux en F, là, étant donné qu'il n'y en a pas énormément non plus. Là, on verra bien. Donc, premier jeu, ben, vous voyez, mon premier jeu en E, c'est Earth. Fait que, on va sauter là-dessus assez vite. Earth, merci. Merci d'être dans nos vies, Earth. Ensuite de ça, le jeu Encyclopédia. Donc ça, je vous en ai parlé aussi il y a quelques épisodes. C'est un jeu que j'ai offert à ma copine à Noël passé. On n'a pas rejoué Encyclopédia. On a fait juste 2-3 parties. J'ai hâte de rejouer à ce jeu-là. J'ai hâte en fait, de rééprouver un peu la mécanique du jeu, là. C'est pas, comment je pourrais dire ça, ce qui m'inquiète un peu par rapport à ce jeu-là, c'est que j'ai l'impression qu'on va toujours être en train un peu de faire les mêmes affaires là, pour essayer d'avoir le plus de points possible. J'ai hâte de voir là, à mesure qu'on joue je dirais la variabilité du jeu, à quel point le jeu est deep, puis il peut se renouveler. Ce que j'ai trouvé particulier dans ce jeu-là, je ne sais pas si vous en souvenez, mais tu sais, ce jeu-là, on fait des actions pour aller chercher du financement, pour éventuellement pouvoir faire des expéditions sur certains continents pour aller rechercher des animaux, en fait. Puis, éventuellement, quand on va avoir ramassé assez d'éléments sur ces animaux-là, là, on peut aller faire une action de publication. Puis, c'est vraiment un jeu de collection dans ce jeu-là. Donc, chaque animal a quatre types là, de caractéristiques. Puis, éventuellement, il faut, dans nos publications, choisir un animal, puis aller ramasser finalement tous les types semblables entre chaque animal là, pour faire des collections. Fait que, si on fait, mettons, le climat, par exemple, tropical, puis là, on a plusieurs animaux avec tout ce climat-là. Puis on peut ramasser tous nos cubes ensemble. Puis là, si tu as 5 cubes, par exemple, tu fais 15 points. Je dis n'importe quoi, là, mais c'est un peu ce type-là, ce genre-là. Fait que c'est vraiment un jeu de collection, finalement, puis de réussir à faire le plus de collections possible, le plus de points possible. Ce qui est particulier, c'est que l'action publication, en fait, de la manière que le jeu est fait, on va probablement la faire juste une fois, au maximum 2, peut-être, dans la game. Fait que c'est particulier un peu dans le sens que cette action-là est toujours disponible, mais finalement, on peut juste la faire une ou 2 fois. Fait que la façon que le jeu est fait, c'est ça, je me posais la question jusqu'à quel point ça allait être... ça allait se renouveler, finalement. Malgré qu'à chaque game, on puisse faire différentes collections, là, il reste que ça revient toujours un peu au même. C'est un jeu très mental, si je me souviens bien, là, qui est très thinky, comme on dit. Donc, on est toujours en train de faire nos calculs. Finalement, le gros du jeu, il reste que c'est toujours de ramasser, compter en fait le nombre de points qu'on peut ramasser pour faire une action publication la plus puissante possible ou une action expédition la plus puissante possible. Ça fonctionne avec des dés.
Puis il y a certaines actions où les dés avec des couleurs, en fait. Fait que des fois, en faisant une action, la couleur ne va pas importer. Des fois, c'est le chiffre qui ne va pas importer. Des fois, les deux vont importer et être vraiment déterminer l'action qu'on va faire. Ou des fois, la couleur, si elle fit avec la carte qu'on va aller chercher, on va avoir un bonus, etc. Mais ce qu'il y a de particulier aussi, c'est qu'il y a certaines actions qu'on peut renforcer. Donc, autrement dit, on peut avoir un dé de 6, mais si on a assez d'argent ou de points d'expédition, on peut, notre action, on peut la renforcer jusqu'à 20, jusqu'à 25, tu sais. Fait que la seule chose que je trouve bizarre à un moment donné, c'est que le dé, c'est comme si le dé n'a plus vraiment d'importance finalement, ou pas beaucoup. Parce que, tu sais, sur, mettons, 20 points pour une force d'action, puis le dé juste joue sur 5-6 points sur cette force-là, ben le dé, c'est comme si, ouais, c'est ça. Tu sais, quand tu dis aller modifier la force d'un dé, mais là, tu la modifies en salle, ton dé. Là, fait que bref, à quoi ça sert tant que ça d'avoir un dé finalement? Fait qu'en tout cas, c'est un peu spécial, ça. Puis, mais il y a certaines actions où le dé va vraiment avoir plus, on sent en tout cas qu'il y a plus d'impact qu'à d'autres endroits, finalement. Puis il y a aussi le côté que je trouvais bien intéressant, en tout cas, en lisant les règles, tu sais, que on a chacun 4 dés à chaque manche qu'on peut utiliser, qu'on va placer sur notre board, mais on peut aller chercher des dés sur le board de nos adversaires aussi. Puis en faisant ça, ben ça leur donne un petit quelque chose, ça leur donne un bonus. Mais je trouvais des fois qu'en allant chercher un dé, le bonus qu'on donnait à l'autre joueur n'était pas si significatif que ça, finalement. Fait que bref, bon, c'est toute une histoire de balance. Le jeu, il est magnifique, là, tu sais, mais côté mécanique, côté profondeur, tout ça, je suis pas certain, puis j'ai pas l'impression aussi que le jeu ait fait un gros bang, finalement, là, dans le monde ludique. Donc, on en a beaucoup parlé pendant un certain temps, mais à un moment donné, c'est comme un peu tombé un peu dans l'oubli, ce jeu-là, je pense. Fait que, vous voyez, Encyclopédia, là, c'est ça, c'est un jeu de 2022. Puis, il est quand même 7.5 là, sur BGG. Fait que c'est pas si pire que ça. Fait que j'ai vraiment hâte de le réessayer. Pour pouvoir me faire une idée plus claire sur ce jeu-là. J'aimerais ça qu'il soit... moi, je pourrais dire ça. Tu sais, c'est un cadeau que j'ai offert. Fait que, dans ce temps-là, on veut que le jeu soit bon. Là, tu sais, ça ferait un peu plate de revendre, de redonner un jeu qu'on a donné en cadeau. Mais bref, tu sais, c'est qu'en même temps, c'est toujours un peu un guess, là, à part certains jeux qu'on sait d'avance qu'on va être trippé et qui va être bon. Ça, pour moi, c'était vraiment... moi, il y avait beaucoup le thème que j'aimais. Je trouvais le jeu super beau, mais j'avoue que concrètement, tu sais, j'avais jamais joué puis j'avais pas eu tant d'avis que ça dessus. Donc, voilà. Fait qu'il faut que je le réessaye. Il faut le remettre à l'épreuve, ce jeu-là, là, pour vraiment voir ce qui se passe. Il y a une extension qui est sortie du jeu qui s'appelle Magna Itinera. Qui va ajouter des événements, plus d'experts, puis des animaux légendaires. Fait que je serais curieux. Je ne sais pas si c'est sorti déjà, ça, peut-être pas, parce qu'il n'y a aucune cote dessus encore, là. Donc, ça serait intéressant d'essayer ça. Donc, ouais, c'est ça. Fait que le Geek Rating, je ne sais pas si vous regardez ça des fois sur BGA, là, il y a le rating, l'average rating, puis il y a aussi la cote des geeks, en fait, là. Puis c'est 6.3. Fait que c'est quand même un peu plus bas là, que le 7.5 qu'on a. Probablement que le average rating, c'est toutes les critiques, les reviews. Puis le geek rating, là, c'est tous les utilisateurs du site là, qui font ça. Vous savez probablement plus ça que moi, là. Je m'avance un peu là-dessus, mais bref, c'est ça. Fait que voilà pour Encyclopédia. Ensuite, on a Endless Winter Paleo Americans. Donc, ce jeu-là, je l'ai essayé en solo, en fait. Je l'ai mis à l'épreuve, puis c'est vraiment excellent. J'ai vraiment très, très hâte de le jouer avec ma blonde puis des amis. Là, j'ai hâte d'essayer ça, mais je trouve le jeu est super beau, là. Puis, il est vraiment, vraiment très cool. Fait que lui, il a été en nomination, là, je pense, pour quand même plusieurs prix, là.
Bref, très bon, très hot jeu. Fait que j'ai hâte de le mettre, j'ai hâte vraiment de plonger dedans pour vrai, là. Vraiment cool. Ensuite de ça, le jeu Era, Medieval Age. Donc, le jeu Era, ça, c'est un jeu vraiment particulier qui est très... c'est vraiment un jeu dont la production est assez impressionnante. Là, la boîte est quand même grosse. Là-dedans, on construit une ville médiévale. On a chacun un plateau en plastique devant soi avec des trous là, qui ressemblent un peu à pas loin là, du plateau de Battleship. Là. Mais tu sais, genre, on va vraiment construire notre ville en 3 dimensions devant nous. Puis, ce jeu-là, ça fonctionne avec des dés. Donc, comment ça marche? C'est qu'on va vraiment à chaque tour lancer nos dés. Là, on va ramasser nos ressources. On va ramasser ce qu'on ramasse avec nos dés à ce moment-là. Puis là, on va, on a des icônes, mettons des marteaux. Puis avec ces icônes-là, on peut construire des affaires. Puis c'est ça, les dés, on peut rejouer, on peut les relancer. De toute façon, il y a plein d'affaires, il y a plein de façons de modifier nos lancers de dés. Puis bref, on va construire notre ville, puis les bâtiments qu'on va construire vont ajouter des dés à notre main. Mais en même temps, à chaque fin de tour, il faut pouvoir nourrir notre ville, nourrir nos habitants. Puis là, si on n'a pas assez de nourriture, là, c'est ça. On va avoir des malus puis des petites punitions. Puis il y a aussi des désastres là, qui peuvent arriver, des épidémies dans notre ville, des inondations, des petits désastres. Moi, j'ai l'extension aussi là, qui ajoute justement des rivières, des ponts puis des routes. C'est vraiment un super beau jeu. On joue pas très souvent, mais une fois de temps en temps, on le ressort et on a vraiment du fun. C'est assez... l'interactivité entre les joueurs est quand même là parce qu'il y a aussi un côté... il y a des épées, en fait. Le nombre d'épées qu'on va avoir va jouer là, sur en fait, avec l'autre joueur, là, il y a comme un aspect compétition, mais il y a aussi le fait, chacun on construit notre ville, puis c'est celui qui fait la ville la plus belle, puis la plus qui va faire le plus de points. Il y a aussi le fait qu'on peut fortifier notre ville ou une partie de notre ville. Puis tous les bâtiments qui sont à l'intérieur des fortifications, ils vont faire plus de points. La façon qu'on place nos bâtiments, s'ils sont tous collés ensemble, ça va créer plus de problèmes si jamais il y a des épidémies, etc. Fait que c'est vraiment super bien conçu, ce jeu-là. Moi, j'ai vraiment... c'est vraiment un jeu que je trouve là, qui est vraiment plaisant et qui est assez, finalement, somme toute, assez simple là, aussi. C'est pas très compliqué, ce jeu-là, mais en même temps, il est très... la tactilité du jeu est très cool aussi. C'est ça qui est le fun, là. Parce qu'on a vraiment nos petits bâtiments dans nos mains en 3 dimensions. On peut les construire, tout ça. Ils appellent ça un roll and build. Donc, c'est ça, il y a un côté, pas roll and write, mais roll and build. Fait qu'on on roule nos dés, puis on construit. On essaye d'éviter les désastres, puis on fait un peu d'extorsion avec nos ennemis. 7.2 sur BGG ERA. Donc, c'est Matt Leacock qui a créé ce jeu-là. Puis, ça a été illustré par Chris Williams. Donc, c'est ça, des parties de 45 à 60 minutes, une complexité assez simple. C'est 2.28 sur 5. Là, fait que c'est quand même un jeu très abordable, très le fun. Fait que c'est ça, les mécanismes, là, c'est du roulage de dés, puis des bonus de fin de partie. Chaque bâtiment a des formes différentes. Il faut imbriquer ça ensemble. Puis là, il peut y avoir plein d'objectifs. Là, tel et tel bâtiment qui sont ensemble. Là, ou si tu fais un marché puis tu laisses de l'espace autour, ça te donne des bonus aussi. Bref, il y a plein de variabilités comme ça là, pour le scoring. Fait que voilà, ERA, ça c'est très, très sympathique. Je ne sais pas si vous l'avez essayé, là. Mais moi, je l'aime bien. Je l'aime bien. Donc, ensuite, on a le fameux Everdell. Donc, encore une fois, Everdell, que dire de plus sur ce jeu? Nous, en fait, c'est un de nos favoris. Malheureusement, pas encore essayé les extensions Pearlbrook et Spirecrest. Écoutez, il y a trop de jeux. Colin, ça n'a pas de bon sens. Je veux dire,
à force de vous en parler, je réalise un peu l'absurdité de la chose. Trop de jeux, pas assez de temps, mais toujours aussi le fun d'en parler de toute façon. Donc, Everdell, là, un jeu qui a un peu de tout, finalement, pour plaire. C'est-à-dire, engine building, animaux, cute, forêt, confort, magie. Comment je pourrais... C'est ça. Je dirais Everdell, c'est un bouquet, un package, genre, où il y a tout ce qu'il faut pour être heureux. En général, je dirais, là, peut-être que vous ne tripez pas ce jeu-là, mais je pense on pourrait dire qu'en général, ce jeu-là a eu un grand succès. Il y a 2 nouvelles extensions qui sont sorties. New Leaf, qui introduit une espèce de gare là, de train qui amène des nouvelles créatures dans la vallée d'Everdell, donc qui ajoute quand même pas mal au jeu. Et l'extension Mistwood aussi, dont je connais 2 noms. Je sais pas trop exactement ce que ça l'ajoute aussi. Là. Ça commence à être un peu épeurant le nombre d'extensions qu'il y a dans ce jeu-là. C'est drôle un peu, là, parce qu'en même temps, on sent derrière ça, je veux dire, toute la machination du marketing qui a été faite avant même que le jeu existe. On dirait qu'ils ont prévu là, à long terme, sur 10 ans, toutes les extensions qui allaient sortir sur ce jeu-là, jusqu'à temps qu'ils sortent une méga big box qui va probablement faire 2 pieds par 2 pieds par 2 pieds, là, puis qui va arriver en camion ou qui va avoir elle-même une boîte qui va avoir des roulettes. Donc, on va pouvoir rouler dans la maison là, parce que c'est ça, ça va être trop lourd. Fait que voilà pour Everdell. Donc, Everdell, là, c'est ça, un 7.8 sur BGG. Que dire de plus de ce jeu? Qu'est-ce qu'on pourrait dire de plus? Je pourrais vous dire que non, c'est ça, 8.1, là, le rating officiel. Là. Un jeu de 2018. C'est James A. Wilson qui a designé ce jeu-là. Sinon, il a fait My Little Everdell, que j'ai pas essayé. Puis aussi le jeu Flourish. Flourish, un autre jeu de plantes végétales que je ne connais pas. Flourish, donc 6.8. Oh, il a tapé un peu moins fort avec ce jeu-là. Je pense que c'est moins complexe aussi. Ouais, c'est ça, 1.8 là, sur BGG, côté complexité. Connais pas ce jeu-là du tout. Là, je l'ai vu assez régulièrement en magasin. Là. C'est sorti en 2021, donc assez récent. Peut-être un jour, je l'essaierai, je tenterai du Flourish et je pourrai vous en parler un peu plus. Donc, si on continue, puis Andrew Bosley, là, qui a Andrew Bosley, Cody Jones et Dan May qui ont illustré le jeu Everdell. Donc, en continuant dans les jeux en E, ensuite, on a Evolution. Donc ça, c'est un jeu que j'ai eu, que j'ai vendu. Vraiment, là, pas concluant. Moi, je trouvais correct, mais c'est un jeu de 2014. Peut-être qu'on sentait un peu l'âge du jeu, là, dans le sens que ce qu'on fait, c'est qu'on a nos formes de vie qui vont évoluer. Puis là, chacun ils ont leur diète différente. Puis ça n'a pas frappé fort avec nous. Là. Je sais que cet auteur-là a aussi fait le jeu Ocean, si je ne me trompe pas. Ouais, Oceans. Donc, qui est un peu dans la même veine. L'auteur d'Evolution, il s'appelle Dominique Crapuchette. Donc, il a le mérite d'avoir un nom de famille vraiment drôle et le fun à dire. Crapuchette. Dominique Crapuchette. Et aussi Dimitri Knorré et Sergei Machin. Donc, 7.1 sur 10 sur BGG. Fait que c'est ça, là. Évolution, je ne sais pas si vous connaissez, là, c'est vraiment... on a nos espèces, puis il faut les adapter avec leur nourriture, puis les prédateurs qui vont rôder autour. Donc, si je regarde pour les mécaniques, je trouve pas. Pas grave. De toute façon, je l'ai plus. Fait que pour nous, ça a été assez... comment je pourrais dire ça? Quelconque comme jeu. On n'a pas trippé tant que ça, malheureusement.
Peut-être que si on l'avait essayé en premier, on aurait eu une attitude différente envers le jeu, mais c'est ça, on avait déjà joué à beaucoup de jeux avant. Puis, bon, ça accotait pas ce qu'on aimait dans ce temps-là. Donc, nous l'avons revendu. Point drôle de ce jeu-là, c'est le pion premier joueur qui est vraiment immense. Donc, c'est un genre de petit diplodocus en bois. Donc, je veux dire qu'il était le fun à manipuler parce qu'il était vraiment gros. Fait que tout le monde savait vraiment qui c'était le premier joueur en tout temps. Ensuite de ça, on a le jeu, donc je vous rappelle l'auteur du jeu, juste parce que c'est le fun à dire, Monsieur Crapuchette. Donc, ensuite de ça, on a... je suis en train de perdre ma page. Attendez un petit peu, là. Bon. Fait que vous entendez que je clique sur une souris. Je ne suis plus dans ma voiture. Non. Je suis devant un ordinateur, tout simplement. Donc, ensuite de ça, Ex Libris, je vous en ai parlé il n'y a pas longtemps. J'avais mis ça dans mon quiz, si je ne me trompe pas. Ex Libris, un jeu de bibliothèque, un jeu où on range nos livres à la bonne place dans l'ordre numérique et alphabétique. On doit faire la plus belle collection de livres. Donc, il y a des livres favoris, il y a des livres bannis aussi. Puis sinon, il y a différentes catégories de livres, là. On va faire des points de différentes façons. C'est un jeu qui est asymétrique. C'est un jeu avec une dynamique vraiment intéressante de plateaux d'action qui vont changer au cours de la partie. Les places sont limitées. Bref, un sleeper hit. On aime vraiment ça. Nous, c'est une belle surprise, Ex Libris. Donc, on a vraiment, vraiment trippé là-dessus. Ensuite de ça, on arrive dans les les explorateurs de la mer du Nord, j'en ai parlé il n'y a pas longtemps. Je ne vais pas en parler encore une fois. Déjà que comment je pourrais dire ça, que je me répète souvent dans ce podcast-là, m'en rends bien compte. Excusez-moi, hein, c'est ça qui arrive, mais c'est comme ça que ça se passe. Fait que ça fait le tour pour les jeux en E. Sinon, je peux tout de suite aller aux jeux en F parce qu'on n'en a vraiment pas beaucoup. Donc, Five Tribes, qui reste encore un de mes préférés à vie. De jeu là, qui s'inspire du Mancala, un jeu ancien turc. Donc, vraiment un jeu super tactile, super tinky. Oui, il y a beaucoup d'analysis paralysis dans ce jeu-là, quand on est plusieurs, mais en même temps, il y a vraiment un fun inhérent à observer les meeples sur les tuiles devant soi, puis d'essayer de prévoir son chemin, d'essayer de prévoir des coups d'avance, d'essayer d'être le plus wise of the bunch. J'aimerais ça essayer l'extension Les Artisans de Nakala. Les Artisans de Nakala. C'est moi ça, Nakala. Donc, vraiment, ça ajoute une nouvelle tribu. Ça a l'air super. Donc, hâte de réessayer ça. Ça me fait d'ailleurs penser, je sais pas pourquoi, mais Five Tribes me fait penser beaucoup à Istanbul. C'est pas du tout le même type de jeu, mais en même temps, Istanbul aussi est un jeu modulaire là, qui va se placer avec des tuiles pour faire le board. Puis on avait vraiment, vraiment aimé nos games de Istanbul. Faudrait rejouer. On s'était acheté la Big Box d'Istanbul, puis ça avait vraiment été vraiment très, très nice. Istanbul, ça c'est Rudiger Dorn qui a créé ce jeu-là. Un monsieur avec un hoodie rouge qui regarde la caméra d'un air frondeur. Donc, qui a fait quand même pas mal de jeux là, dans sa liste. On reconnaît Goa, donc il paraît qu'il est excellent aussi. Puis à part de ça, c'est tout ce que je connais de lui, même si la liste est vraiment très exhaustive, il y en a beaucoup. Donc voilà, Istanbul, je vous en reparle quand je serai rendu dans les jeux en I, mais 8 sur 10 quand même de BGG. C'est quand même bien, hein? Donc, voilà pour Five Tribes. Ensuite, dans les F, on a... attendez. F. Donc, le jeu Flying Goblin. Donc, ça, c'est un jeu vraiment très drôle. Un jeu familial où, en fait, la boîte du jeu devient le board, en fait, où on doit lancer des gobelins avec une espèce de catapulte. Puis que le gobelin doit tomber, en fait, dans la boîte qui est séparée en différentes pièces. Fait que comme si on avait une espèce de donjon devant nous, là. La boîte est séparée en
4 par 4 pièces environ. Puis au centre, il y a une tour en 3 dimensions, tout le kit. Fait que tu pognes tes gobelins, tu les envoies avec ta catapulte, tu essaies de viser où il doit tomber dans la boîte. Fait que soit tu vas ramasser de l'or, soit tu vas ramasser des diamants. En tout cas, tu as plein d'objectifs à faire comme ça. Si tu tombes dans la tour au centre, bien évidemment, c'est plus difficile. Fait que tu peux faire plus de points. Vraiment, vraiment sympathique ce jeu-là, là, familial. Là. Flying Goblin. Donc, c'est vraiment un jeu qui... je me souviens pas comment j'ai tombé là-dessus. Il a gagné le Spiel der Spiel de 2021. Spiel der Spiele, Game of the Year winner. Donc, fait que c'est ça. Tu as différents personnages, puis le but du jeu, c'est de construire ton totem ou d'accumuler les diamants nécessaires pour la victoire. Donc, voilà. Mais souvenez-vous que si vous voulez catapulter des meeples en forme de gobelins dans une boîte, c'est très drôle et vous pouvez jouer à ce jeu. C'est aussi un peu le chaos. Puis c'est ça qui est drôle. Tout le monde envoie ses gobelins avec leurs catapultes. Ça revole partout. Puis c'est bien le fun. Pas un jeu que vous allez jouer, je veux dire, 50 fois. Mais en sortir une fois de temps en temps, là, ça peut vraiment être sympathique. Puis c'est quand même un jeu de 8 ans et plus. Là, fait que toute la famille peut y participer. C'est vraiment très cool. Malgré sa note, 6.9 sur 10 sur BGG, hein, mais on n'attend pas de ce jeu-là, un jeu de 9 sur 10, là, c'est pas grave. Le fun est là pareil, le fun est là. Ensuite de ça, on passe à la suite. Donc, après Flying Goblin, on a Forbidden Desert. Je vous en ai parlé il n'y a pas si longtemps. C'est un jeu co-op. Encore une fois, avec des tuiles sur la table. Donc, on essaye, on est pogné dans le désert. Il y a une tempête qui se promène. Le sable s'accumule partout. Puis, on doit, avec notre team, essayer de rassembler toutes les pièces de la machine volante pour pouvoir s'en aller avant que d'être submergé par le désert ou brûlé par le soleil. Donc, c'est une formule de jeu coop où il y a vraiment un timer. Faut pas trop attendre parce que éventuellement on va tous mourir. Donc, il faut essayer d'être le plus efficace possible pour réussir à trouver les pièces de la machine volante puis s'en aller. Très sympathique, là, comme jeu coop là, familial. Là, encore une fois, là, ça fait la job, c'est bien le fun. Et dernier jeu ensuite, dans les F, on a The Fox in the Forest. Donc un jeu de cartes, un jeu de trick-taking pour 2 personnes. Pas été un gros succès dans notre cas à nous. Je sais qu'il y a des gens qui aiment beaucoup ce jeu-là. Peut-être qu'on n'y a pas joué assez aussi. Mais il n'a pas fait sa marque, malheureusement. Un jeu de Joshua Biergel. Donc Fox in the Forest. Joshua Biergel, sur sa photo, vraiment un air renfrogné et a des lunettes. Sinon, l'autre jeu qui est indiqué pour lui, c'est le jeu Ocus. Ocus, 5164e sur BGG. Donc, si vous n'avez pas entendu parler, c'est normal. Sinon, Fox in the Forest, c'est le 528e. Donc, un jeu de trick-taking. Les cartes ont des petits pouvoirs. Chaque carte a ses petits pouvoirs, donc ça peut être bien. Faudrait vraiment, je pense que je rejoue ou qu'on joue plusieurs games d'affilée pour pogner un peu le feel, le rythme de ce jeu-là, le beat de ce jeu-là. Mais sinon, pour l'instant, là, bof, il sort pas souvent de l'armoire. Puis tant qu'à jouer un jeu à 2 de cartes, on en a plein d'autres. Donc voilà pour ça, chers amis. Puis, finalement, dans les jeux en F, on a le jeu Fournaise. Les hauts fourneaux. Les hauts fourneaux, voilà. C'est ça qui est en français. Moi, j'ai cette version-là aussi. Donc, les hauts fourneaux, un jeu, comme je vous ai dit, voyons, je suis plus capable de parler. Ça paraît-tu que c'est la fin de ma journée? Donc, un jeu qui se passe à l'ère industrielle avec des gens barbus qui ont des hautes formes, qui ont l'air très sérieux, des gens qui ont des chapeaux en forme de grosses cheminées qui envoient et qui crachent dans l'atmosphère des gros nuages gris, l'aube du crime humain contre le climat.
Je dis n'importe quoi. Donc, les hauts fourneaux, un jeu que j'appelle affectueusement un jeu de machine à saucisses. Donc, non, tu ne fais pas de la saucisse dans ce jeu-là, mais tu vas, en faisant des enchères, aller chercher des cartes au centre de la table, puis de façon très élégante d'ailleurs, avec tes amis. Puis ensuite, tu vas disposer devant toi ces cartes-là qui vont être ton engin, en fait, pour transformer des ressources, gagner des ressources, faire de l'argent. Le but ultime de tout être sensible. Donc, tu dois construire ton engin comme ça. Il y a une version du jeu où tu peux tu peux activer tes cartes dans l'ordre que tu veux. Puis il y a une version un peu plus, je dirais, challengeante, ou dans laquelle tu vas mettre tes cartes dans un ordre précis, puis tu pourras pas. Ensuite de ça, tu vas être obligé d'activer tes cartes dans cet ordre-là. Donc voilà, Furnace, un jeu bien sympathique, pas très long, une trentaine de minutes environ, à 1 heure, tout dépendant du nombre de joueurs. C'est Ivan Lashen qui a fait ce jeu-là. Donc Ivan Lashen, qui a aussi fait Smartphone Inc. Et Skytopia. Donc, 2 jeux que je ne connais point. Smartphone Inc., j'en ai entendu souvent parler. Je sais, en tout cas, on me dit que c'est un très bon jeu, malgré un thème là, qui va peut-être pas, qui va des téléphones cellulaires, là, malgré que ce soit vraiment omniprésent dans nos vies. Bon, je ne sais pas si c'est un thème qui plaît à tous. Mais bon, voilà. Furnace, un jeu overall 376. Moi, je l'aime bien. Je trouve comme n'importe quel jeu qu'on a de machine à saucisses, c'est bien abordable. C'est un jeu c'est mécanique, c'est abstrait. On se promène, on fait bouger des ressources à la table, on transforme, on se fait de l'argent. On peut jaser en même temps de n'importe quoi. Puis le jeu est beau aussi, le jeu est très beau. Bien conçu, je trouve, là, tout ce qui est de l'illustration, mais aussi composantes du jeu. Là, c'est vraiment très sympathique. Alors voilà, très chers amis, ce qui conclut cet épisode 29. Écoutez, c'est ça, hein? Il y a toutes sortes d'épisodes, puis j'espère que vous avez eu quand même un peu de plaisir à m'écouter. Je suis un peu confus, là, je me confonds en excuses. Là, je sors mes podcasts un peu trop tard tout le temps dans la semaine. Là, je sais que vous autres, ça coupe un peu le beat, hein, parce que les podcasts, on écoute plus ça en début de semaine, en milieu de semaine, puis rendu à la fin de semaine, il n'y a personne qui écoute des podcasts, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais c'est ça. Écoutez, ma mission est remplie pour ce podcast, de vous jaser un petit peu ça à la bonne franquette. Donc, c'est ici Nicoton, hein, qui vous souhaite encore une fois une bonne semaine, du bon jeu, puis on se retrouve très bientôt. Alors, au revoir et merci. Au revoir. Jeux Confidence à commercial gmail.com